Chapitre 37. Peu de jours après cette rencontre, les papiers nouvelles annoncèrent au public que Madame Charlotte Palmer, femme de Monsieur Thomas Palmer, écuyer, était heureusement délivrée d'un fils. Très intéressant article pour la bonne grand-mère Jennings, qui le savait déjà, puisqu'elle avait assisté à la naissance du petit héritier, mais qui n'en eut pas moins le plaisir à le lire sur les papiers. Cet événement qui la rendait heureuse au suprême degré produisit quelques changements dans l'emploi de son temps et dans la vie de ses jeunes amis. Elle voulait être autant que possible auprès de la nouvelle maman et de ce cher petit nouveau-né qu'elle aimait déjà à la folie. Elle y allait chaque matin dès qu'elle était habillée et ne rentrait chez elle que très tard dans la soirée. Elle pria sa fille aînée, Lady Middleton, d'inviter mesdemoiselles Dashwood à passer de leur côté toute leur journée chez elle à Conduit Street. Elles auraient bien préféré rester au moins la matinée dans la maison de Madame Jennings, mais elles n'osèrent pas le demander, ni se refuser à l'invitation polie de Lady Middleton. Elles passèrent donc leur temps avec cette dame et les demoiselles Stills, qui ne leur plaisaient ni à l'une ni à l'autre et qui ne sentaient pas non plus le prix de leur société. Lady Middleton se conduisait avec une extrême politesse qui n'était même que des compliments sans fin et des cérémonies très ennuyeuses, mais dans le fond, elle ne les aimait pas du tout. D'abord, elle ne gâtait ni ne louait les enfants. Puis, elles aimaient la lecture, que Lady Middleton ne regardait que comme une chose qui fait perdre du temps. Aussi, trouvait-elle Elinor trop instruite, trop raisonnable, quoiqu'elle n'affichât jamais l'instruction, et qu'elle ne fit point parade de sa raison. Comme elle passait pour être à la fois bonne, spirituelle et bien élevée, Lady Middleton croyait qu'elle était la seule dont on pût vanter le bon ton et la bonne éducation. Elle trouvait Maria capricieuse et satirique, sans trop savoir peut-être ce que signifiaient ces deux mots. Mais enfin, comme elles étaient en visite chez sa mère qui les lui avait recommandées, elle les accablait d'honnêteté et d'attention, au grand désespoir des deux Stills qui croyaient que c'était autant qu'on leur ôtait, et qu'elles seules avaient droit à l'amitié de leur cousine Lady Middleton. La présence de mesdemoiselles Dashwood les gênait. Lady Middleton était honteuse de ne rien faire devant elle, et Lucie de faire trop. Celle-ci s'était fort bien aperçue que ces flatteries continuelles leur faisaient pitié, et n'osait pas s'y livrer sans la moindre retenue, comme à son ordinaire en leur présence. Mademoiselle Anna était celle qui en souffrait le moins. Il n'aurait même tenu qu'à mesdemoiselle Dashwood de la captiver entièrement. Elle n'aurait eu pour cela qu'à lui confier en détail toute l'histoire de Willoughby et de Maria, dont elle était fort curieuse, et la plaisanter sur M. Donavar, le médecin de la maison, qu'on faisait venir au moindre petit mal des enfants, et sur qui la grosse Anna avait fondé toutes ses prétentions. C'était alors l'éternel sujet des railleries de Sir George. « Docteur, disait-il, quand Donavar rentrait, tâtez, je vous prie, le pouls de mademoiselle Anna. Vous allez le trouver bien ému. Voyez comme son teint s'anime. Elle a beaucoup de fièvre, j'en suis sûre. Et votre pouls, docteur, n'est pas beaucoup plus tranquille ?» Alors, Anna baissait ses petits yeux, d'un air enfantin et modeste, puis les relevait tout pétillants sur le docteur. En général, elle n'était jamais plus contente que lorsque Sir George commençait de parler de lui. « Il y a 3 jours que le docteur n'est venu, Anna, lui disait-il. Vous allez en maigrir. Faites pleurer Williams ou Célina, la maman l'enverra bientôt chercher. Il ne demandera pas mieux que d'avoir un prétexte de vous rendre ses hommages, etc., etc. » Elle avalait tout cela avec délice et ne doutait pas d'avoir fait cette conquête. Elinor, qui souffrait de l'avoir tournée en ridicule, n'y ajoutait rien, tandis que la grosse Anna, à qui ce silence déplaisait, était tout près de la croire jalouse de sa conquête du docteur Donavar. Quand Sir George dînait dehors, ce qui arrivait assez souvent, la pauvre Anna passait toute la journée sans entendre d'autres plaisanteries sur le docteur que celles qu'elle se faisait à elle-même. Ces petites jalousies, ces petits mécontentements étaient si ignorés de Madame Jennings qu'elle croyait que ces 4 jeunes filles se délectaient d'être ensemble. Et tous les soirs, en revenant, elle félicitait ses jeunes amies d'avoir encore échappé ce jour-là à la société de la vieille grand-mère. Elle les rejoignait quelquefois chez Sir George, où elle venait donner à sa fille aînée des nouvelles de l'accouchée, que l'indifférente Lady écoutait à peine. Mais n'importe, Madame Jennings avait son train. Elle attribuait le rétablissement de Charlotte à ses soins et donnait sur la mère et sur l'enfant des détails minutieux
qui n'intéressait que la curiosité d'Anna. Heureuse de faire entrer là son cher docteur, qui était aussi celui des Palmer, celle-ci racontait à son tour ce qu'il lui avait dit à ce sujet. « Ne vous a-t-il pas dit aussi, s'écriait Madame Jennings, comme mon petit-fils est bienvenu, qu'il est gras et beau comme un petit ange, qu'il ressemble à Charlotte et à Palmer. Mais une seule chose m'afflige, c'est que son père, qui est bon cependant, assure que tous les enfants de cet âge sont d'eux-mêmes et ne veut pas convenir que le sien soit le plus bel enfant du monde. Sans vous déplaire, Mary. Vos enfants sont très bien, mais ils n'en approchent pas. » « Il est impossible, dit Lucie en caressant la petite, que qui que ce soit au monde l'emporte en beauté sur Célina. Lady Middleton, un peu consolée, lui accorda toutes ses bonnes grâces et lui fit un joli présent dans la soirée, de manière que Lucie trouva que le métier de flatteuse était bon et facile. La liaison qui s'était établie entre les maisons Middleton et Dashwood occasionnait de fréquentes rencontres. Un jour qu'Elinor et Maria étaient en visite chez leur belle-sœur, il y vint une dame de haut rang, qui ne connaissait point les particularités de cette famille, ne mit pas en doute qu'ils ne logeassent tous ensemble. 2 jours après, cette dame donnant un concert envoya chez Madame John Dashwood des cartes d'invitation pour elle et pour ses belles-sœurs. Madame John n'y vit d'abord que le désagrément de leur envoyer sa voiture et l'ennui de les y accompagner. Lady Middleton n'y étant pas invitée, elle ne pouvait y aller seule. Fanny se promit bien de dire à tout le monde que ses belles-sœurs ne logeaient pas chez elle. Maria, par l'habitude de faire le jour ce qu'elle avait fait la veille même, et par l'indifférence qu'elle mettait à faire une chose plutôt qu'une autre, avait été amenée, par degrés, à reprendre le genre de vie de Londres et à sortir tous les soirs, sans attendre ni désirer le moindre amusement, et souvent sans savoir jusqu'au dernier moment où elle allait. Sa toilette l'occupait si peu que si sa sœur n'y avait pas pensé pour elle, elle serait restée dans sa robe du matin. Mais quand, après un ennui qu'elle supportait à peine, elle était enfin parée, commençait un autre supplice. C'était l'inventaire que faisait Anna Steele de toutes les pièces de son ajustement l'une après l'autre. Rien n'échappait à son insatiable curiosité et à sa minutieuse observation. Elle voyait tout, elle touchait tout, elle voulait savoir le prix de tout, elle calculait le nombre des robes de Maria et combien le blanchissage devait lui coûter par semaine et à combien sa toilette devait lui revenir par an. Maria en était excédée, mais ce qui lui déplaisait encore plus était le compliment qui suivait toujours cet examen. « Eh bien, Miss Maria, vous voilà très bien mise et très belle encore, quoi qu'on dise. Consolez-vous, c'est moi qui vous le promets, vous allez faire encore bien des conquêtes, et tous les jeunes gens ne seront peut-être pas légers et perfides. Mademoiselle Elinor est très bien aussi. À présent que vous avez si fort maigri, on ne dirait pas qu'elle est l'aînée. Et elle aura bien sa part d'adorateurs. » Avec de tels encouragements, elles attendaient ce soir-là le carrosse de leur frère. Comme elles étaient prêtes, elles y entrèrent sur le champ, au grand désespoir de Fanny, qui avait espéré qu'elle ne le serait pas encore et qu'elle pourrait rejeter le retard sur ses belles-sœurs. Les événements de cette soirée ne furent pas remarquables. Le concert d'amateurs était, comme ils le sont d'ordinaire, extrêmement médiocre, quoique, dans leur propre estime et dans celle de la dame qui les avait rassemblés, ce fussent les premiers talents d'Angleterre. Au reste, à Maria, qui était très forte sur le piano, mais qui ne faisait nullement attention à la musique, le reste de l'assemblée était peu en état de juger. On était là plutôt pour voir et se faire voir que pour écouter. Aussi, Elinor, qui n'était point musicienne et n'y avait nulle prétention, ne se fit pas scrupule de détourner ses yeux de l'amphithéâtre de musique pour regarder d'autres objets. Dans le nombre des femmes, elle en remarqua une à l'excès de sa parure, d'ailleurs très peu jolie, mais grande et bien faite, et entourée de tous les élégants, parmi lesquels elle eut bientôt reconnu Robert Ferrars à son costume exagéré et à sa lorgnette avec laquelle il regardait toutes les femmes avec une fatuité insupportable. Bientôt son tour vint d'être regardé, et Robert lui-même s'avança avec nonchalance et s'assit à côté d'elle. « Bonjour, ma vieille connaissance, lui dit-il d'un ton léger. « Monsieur, vous vous méprenez sans doute, lui dit Elinor, surprise de ce ton. Je n'ai pas du tout l'honneur de vous connaître. Allons donc, vous plaisantez? N'avons-nous pas passé 1 heure ensemble chez Grace l'autre matin? Je vous reconnus à l'instant l'autre soir chez votre frère, qui je crois est le mien aussi. Ainsi, vous voyez que nous sommes intimes. D'ailleurs, dit-il en souriant d'un air qu'il croyait bien fin,
Je suis aussi le frère d'Edward, et l'on assure que vous ne le haïssez pas du tout, et qu'il est encore plus que moi votre ancienne connaissance. Monsieur, je ne hais personne, et nullement Edward Ferrars, que j'aime et que j'estime depuis longtemps. Eh bien, d'honneur, c'est très naïf, dit Robert en éclatant de rire. Vous me prenez pour confident? Je suis peu accoutumée à ce rôle, mais je m'y ferai, et en ami, je vais vous donner un conseil. C'est de ne plus penser à Edward. Sa mère a d'autres vues. D'ailleurs, il est impossible, absolument impossible, que vous le trouviez aimable. Monsieur, dit Elinor avec fermeté, sans avoir sur lui aucune prétention qui puisse contrarier les vues de madame Ferrars, je trouve son fils aîné très aimable, et il me le paraît plus encore depuis que je le compare à d'autres. Ah bien, par exemple, c'est très plaisant ce que vous dites là. On ne s'attendait pas à ce qu'Edward gagnât à être comparé à d'autres. Allons, convenez donc qu'il est impossible d'être plus gauche, plus maussade, mis avec moins de goût. Il faudrait une étrange prévention pour nier cela. J'ai cette prévention, monsieur, et malgré votre éloge fraternel, je persiste à la croire très bien fondée. Allons, allons, vous plaisantez, je vois cela. Puis-je vous offrir une pastille, mademoiselle Dashwood, dit-il, en ouvrant une petite bonbonnière d'écailles blondes à étoiles d'or. À propos, n'avez-vous pas envie de voir la boîte à cure-dents que je commandai l'autre jour? Délicieuse! Parole d'honneur, elle a réussi à ravir. Grace est unique pour saisir mes idées. Mais, pardon, Madame Willoughby m'appelle. Madame Willoughby? S'écria Elinor. Où donc est-elle? Là? Cette femme si bien mise. Personne à Londres ne se met comme elle. J'accepte cependant cette charmante toque que je vis l'autre soir sur la tête de je ne sais qui. Vous y étiez, je crois? D'honneur, cette coiffure m'a tourné la tête. Comment se nomme la jeune personne? Mademoiselle Lucy Stills, une nièce de M. Pratt, chez lequel votre frère a demeuré. Ah! Dieu, Monsieur Pratt! Ah, je vous en conjure, mademoiselle, si vous ne voulez pas que je meure de vapeur, ne me parlez pas de Monsieur Pratt. C'est grâce à lui qu'Edward est si complètement maussade. Je l'ai dit souvent à madame Ferrars. Ne vous en prenez qu'à vous, ma mère, si votre fils aîné est à peine présentable dans le beau monde. Si vous l'aviez envoyé comme moi à Westminster, au lieu de le remettre aux soins de Monsieur Pratt, vous voyez ce qu'il serait. Elle est convaincue de son erreur. Mais c'est trop tard, le pli est pris. Elinor ne répondit rien. Elle n'aurait pas voulu qu'Edward ressemblât à son frère, mais son séjour chez l'oncle de Lucy Stills ne lui était guère plus agréable. Enfin, l'élégant Robert la quitta et lui fit plaisir. Elle était sur les épines en pensant que Maria pouvait voir madame Willoughby, ou seulement entendre son nom, et que Willoughby peut-être était lui-même dans le salon. Cependant, elle ne l'avait point aperçu. Elle regarda encore. Il n'y était pas. Et Maria, émue par la musique, plus rêveuse, plus mélancolique encore qu'à l'ordinaire, n'avait rien vu, rien entendu. Elinor aurait voulu la prévenir, mais elle n'était pas à côté d'elle. Heureusement que Fanny, qui n'aimait pas la musique et qui s'ennuyait, avait demandé ses chevaux de bonne heure, et elle se retira avec ses belles-sœurs avant la fin du concert, et sans que Maria se fût dotée que madame Willoughby y était. Elles laissèrent à leur porte monsieur et madame Dashwood et retournèrent chez madame Jennings qui les attendait. Le soir même, monsieur John Dashwood eut avec sa femme un entretien aigre-doux qui avait pour objet mademoiselle Dashwood. Pendant le concert, qui ne l'amusait pas plus qu'elle, il avait eu le temps de réfléchir et une idée l'avait frappé. La maîtresse de la maison, Lady Denison, avait supposé que ses sœurs demeuraient chez lui. Il était donc convenable qu'elles y fussent, et il manquait au devoir d'un frère en laissant ses sœurs loger et manger chez des étrangers. L'opinion avait un grand pouvoir sur lui. D'un autre côté, sa conscience lui reprochait si souvent de n'avoir point tenu la promesse faite à son père qu'il crut devoir l'apaiser, en les prenant quelque temps chez lui. La dépense serait peu de chose. Elinor était petite mangeuse, et Maria si languissante. À peine furent-ils rentrés qu'il en fit la proposition à sa femme, qui en frémit de tout son corps, et tâcha de parer le coup. « Je ne demanderai pas mieux, mon cher John. Vous savez combien j'aime tout ce qui tient à vous. Mais voyez, dans ce moment-ci, je craindrais d'offenser beaucoup Lady Middleton, chez qui elles passent toute leur journée. Il serait tout à fait malhonnête de la priver de leur compagnie. J'en suis très fâchée, car vous voyez combien j'aime à être avec vos sœurs, mon cher John, à les produire dans le monde, à leur prêter ma voiture. Oui, oui, je vous rends justice, ma chère Fanny,
Mais dans cette occasion, je ne sens pas la force de votre objection. Elle ne demeure point chez Lady Middleton, et sous aucun rapport, elle ne peut être fâchée qu'elle vienne passer quelques jours chez leur belle-sœur. Vous voyez que tout le monde pense que cela doit être ainsi. Oui, Lady Denison qui ne sait ce qu'elle dit. Enfin, mon cher, vous avez toujours raison, et je crois comme vous que cela conviendrait, mais malheureusement, j'ai invité Mademoiselle Stills à passer quelque temps avec nous. Ce sont de bonnes filles, très complaisantes, point gênantes, dont on fait tout ce qu'on veut. Et c'est une attention que je leur devais, mon frère Edward ayant été élevé chez leur oncle Pratt, ainsi que je l'ai appris l'autre jour. Nous pouvons avoir vos sœurs quand nous voudrons, soit à Norland, soit un autre hiver à Londres. Peut-être Mademoiselle Stills n'y reviendront plus. Enfin, je les ai déjà invitées. Et plus elles sont dépendantes et sans fortune, plus on leur doit d'égard. Vous, qui avez tant de délicatesse et de générosité, mon cher John, vous sentez cela mieux que personne, j'en suis sûre. Je le suis aussi qu'elles vous amuseront beaucoup plus que vos sœurs. Elles sont gaies et très gentilles. Ma mère est passionnée de Lucie, et c'est aussi la favorite de notre cher petit Henri. Que répondre à de tels arguments ? Monsieur Dashwood fut convaincu. Il convint de la nécessité d'avoir les demoiselles Stills, et sa conscience s'apaisa par le souvenir du beau dîner qu'il avait donné au colonel Brandon, et par l'espoir que l'année suivante Elinor serait Madame Brandon, aurait une bonne maison à Londres, et que Maria vivrait avec elle. Fanny, tout à la fois contente d'être échappée au malheur d'avoir ses belles-sœurs et fière de l'esprit qu'il y avait mis, écrit le matin suivant un billet à Lucie qu'elle antidata de 2 jours et où elle la priait, ainsi que mademoiselle Anna, de lui faire le plaisir de venir passer quelques jours chez elle, aussitôt que Lady Middleton voudrait les lui céder. On comprend combien Lucie fut heureuse. Aller demeurer chez la sœur d'Edward, qui en l'invitant semblait travailler pour elle. On peut cette fois pardonner à Lucie de se livrer à l'espoir. Une occasion journalière de voir Edward, de gagner l'amitié de sa famille, lui parut une chose si essentielle qu'il ne fallait pas différer. Après avoir fait sentir à sa sœur l'avantage qui pouvait en résulter, elle la fit consentir d'autant plus facilement à quitter les Middleton que le docteur de Navarre était aussi le médecin de Dashwood, et de plus, lié particulièrement avec John. L'espoir de le voir plus souvent la consola de n'avoir plus à entendre les railleries de Sir George. Elles se préparèrent donc à y aller dès le lendemain. Lady Middleton en prit son parti, avec l'indifférence qu'elle mettait à tout ce qui ne la regardait pas directement. On comprend qu'à peine Elinor fut arrivée, que Lucie lui montra en triomphe le pressant billet de famille, et pour la première fois, elle partagea l'espérance de Lucie. Une telle preuve de bonté, une prévenance si marquée avec de jeunes personnes que Fanny connaissait aussi peu, elle qui, à l'ordinaire, était si peu obligeante, témoignait que l'on avait du moins beaucoup de bonne volonté et de bienveillance, qui, avec le temps et l'adresse de Lucie, pourrait mener à quelque chose de plus. Comme Elinor ignorait le projet que son frère avait eu de les inviter, il ne lui vint pas dans l'idée que Mesdemoiselles Stills eussent servi de prétexte à Fanny pour ne pas les recevoir. Elles y allèrent donc dès le lendemain, et furent reçues de manière à laisser tout croire de l'effet de cette préférence. Fanny avait fait sentir à son mari qu'il était très dangereux de rapprocher Elinor d'Edward dans un moment où on traitait de son mariage, au lieu que les petites Stills, qu'il connaissait à peine, étaient à tout égard sans danger pour lui. Quant à elle-même, elle en faisait 2 complaisantes assidues qui lui faisaient ses chiffons, servaient le thé, arrangeaient le feu, ramassaient son mouchoir, amusaient son enfant. Elle trouvait toutes ces attentions serviles très agréables et très commodes. Sir George, qui allait les voir quelquefois, ne parlait que de l'amitié de Madame John Dashwood pour ses petites cousines. Elle était plus enchantée d'elle, et surtout de Lucie, qu'elle ne l'avait jamais été de toute autre jeune personne. Elle ne les appelait plus que sa chère Lucie, sa chère Anna, leur avait fait présent à chacune d'un petit portefeuille d'aiguilles, et disait qu'elle ne savait comment elle ferait pour se séparer de ses aimables et chers amis. Chapitre 38. Madame Palmer était si bien au bout de 15 jours que sa mère ne trouva plus nécessaire de lui donner tout son temps et se contenta de la visiter 1 ou 2 fois par jour. Elle revint à sa maison, à ses habitudes, à ses jeunes amis, à qui elle racontait avec soin tout ce qu'elle apprenait dans ses courses. La 3e ou 4e matinée, en revenant de chez sa fille, elle entra dans le salon où Elinor travaillait seule, avec un air d'importance,
comme pour la préparer à entendre quelque chose d'extraordinaire. Bon Dieu, ma chère Elinor, est-ce que vous savez la nouvelle ? Elinor eut un instant l'idée qu'elle voulait parler du retour de Willoughby, dont elle avait déjà prévenu Maria. Elle le lui dit. Mon Dieu, non, ma chère, il s'agit bien d'autre chose, vraiment. Qu'est-ce que me font les Willoughby à présent ? Rien du tout, je vous assure. Je les laisse pour ce qu'ils sont. Qu'ils aillent, qu'ils viennent, peu m'importe. Mais ce que je viens d'apprendre, devinez-le si vous pouvez, en 100, en 1000. Ce sera peut-être plutôt fait de me le dire, chère dame, dit en riant Elinor. Allons, allons, je le veux bien. C'est si étrange. Écoutez donc. Quand je suis entrée chez Charlotte, je l'ai trouvée, la pauvre petite mère, fort en peine pour son enfant. Elle croyait qu'il allait mourir, il criait, il ne voulait rien prendre et était tout couvert de petits boutons rouges. Je l'examinai et je lui dis « Eh mon Dieu, ma chère Charlotte, calmez-vous. Ce n'est rien au monde que la rougeole. » Et la nourrice dit de même. Mais Madame Palmer ne fut pas contente qu'on eût envoyé chercher le docteur de Navarre. On y alla et on eut le bonheur de le trouver précisément comme il revenait de Harley Street, de chez votre frère. Il vint à la minute et dit comme moi que c'était la rougeole, qu'il n'y avait rien à craindre. Alors Charlotte a été bien contente. Elinor l'écoutait avec intérêt, mais ne pouvait s'empêcher de sourire de l'importance de cette nouvelle de grand-mère. « M'y voici, dit la bonne Jennings, à ma nouvelle. Comme le docteur sortait, je m'avisai de lui dire en riant « Ah ah, docteur, je sais fort bien ce qui vous attire si souvent à Harley Street chez Monsieur John Dashwood. Vous courtisez Anna Stills, m'a-t-on dit. Et nous deviendrons cousins peut-être. » Il rit aussi, puis reprenant un air grave et mystérieux, il s'approcha de moi et me dit « Ce n'est point du tout pour mademoiselle Anna que je suis allée aujourd'hui chez John Dashwood. C'est pour sa femme qui est mal, très mal, je vous assure. » « Bon Dieu !» s'écria Elinor. « Fanny est malade ?» Voilà exactement ce qu'il m'a dit, ma chère. Et j'ai crié tout comme vous, quoique je ne l'aime guère. Mais quand on est malade ou mort, tout s'oublie. « Rassurez-vous, madame, m'a-t-il répondu, et rassurez aussi les jeunes Miss Dashwood. Leur belle-sœur n'en mourra pas, puisque la colère ne l'a pas étouffée, mais elle n'en a pas été loin. »« La colère ? Fanny ? Eh mon Dieu, contre qui ?» dit Elinor. J'ai demandé la même chose, et voici ce que j'ai appris. Monsieur Edward Ferrars, le frère aîné de Madame Dashwood, ce même jeune homme sur lequel je vous raillais à Barton, vous savez bien, mais à présent je serais bien fâchée que vous lui eussiez donné votre cœur. Elinor ne demanda plus rien, elle écouta dans une grande émotion. Eh bien, cet Edward Ferrars ne vous aimait point, ma chère. Il paraît qu'il était engagé depuis longtemps avec ma cousine Lucie. Pas une créature humaine ne s'en est doutée, excepté Anna. Auriez-vous cru cela possible ? Quant à leur amour, il n'y a rien là d'extraordinaire. Lucie est gentille, elle est vive, alerte, et précisément de cette espèce de jeunes filles qui plaisent aux garçons timides, parce qu'elles font toutes les avances. Mais que cette amourette soit allée si loin, et depuis si longtemps, sans que personne l'ait su ni soupçonné, c'est cela qui est étrange. Je ne les ai jamais vus ensemble, car je suis bien sûre que je l'aurais tout de suite deviné. Mais ce grand secret était si bien gardé que ni Madame Ferrars, ni votre belle-sœur ne le soupçonnaient, ni personne au monde. C'était dans la famille à qui caressait le plus Lucie. Édouard y venait fort peu. Voilà que ce matin, la pauvre Anna, bonne fille sans malice, comme vous savez, a découvert le pot aux roses. Ils sont tous si passionnés de Lucie, pensait-elle, que je suis sûre qu'il n'y aura pas la moindre difficulté, et que Madame Dashwood va sauter de joie. Ce matin, donc, elle est entrée auprès de votre belle-sœur, qui était seule dans son cabinet, et qui ne se doutait guère de ce qu'elle allait apprendre. Il n'y avait pas 5 minutes qu'elle avait dit à son mari que son frère paraissait à présent indifférent pour toutes les femmes, et qu'elle était sûre qu'on l'amènerait bientôt à épouser Milady, je ne sais qui, et voilà qu'Anna lui dit, comme la plus belle chose du monde, qu'il est engagé avec Lucie. Vous pouvez penser quel coup c'était pour son orgueil et sa vanité. Elle s'est mise dans une telle fureur qu'il lui a pris de violents maux de nerfs, et elle poussait de tels cris que votre frère, qui était en bas dans sa chambre, écrivant à son intendant de Norland, les a entendus. Il est accouru vers sa pauvre femme, alors une autre scène a commencé. Lucie entra aussi, tout effrayée, pour donner des secours à sa chère Fanny. Jugez comme elle fut reçue. Pauvre petite, je la plains beaucoup. Et elle n'a pas été traitée doucement, j'en réponds, car votre sœur était, dit-on, comme une furie.
et n'a cessé ses injures que lorsqu'un nouvel accès l'a fait s'évanouir. Anna était à 2 genoux, en pleurant amèrement. Et quand on y pense bien, c'était la plus malheureuse. Tout le monde la grondait. Sa sœur, au désespoir qu'elle lui eût trahi son secret, l'a battue, dit-on, avant de sortir de la chambre. Et elle n'a pas, comme Lucie, un amant et un mari pour se consoler. Le docteur de Navarre ne la reverra guère. Votre frère se promenait, allait du haut en bas sans savoir que dire ni que faire. Dès que Fanny put parler, ce fut pour déclarer qu'elle ne prétendait pas que ces ingrates Stills fussent un instant de plus chez elle. Votre frère fut obligé de se mettre aussi à 2 genoux pour lui persuader de les laisser au moins faire leur paquet. Mais ces accès de maux de nerfs se succédaient d'une manière si effrayante qu'il prit le parti d'envoyer chercher le docteur de Navarre, qui trouva toute la maison en rumeur. Le carrosse était à la porte pour emmener mes pauvres cousines chez leurs parents, à Holborn. Elle descendait l'escalier quand il arriva. La pauvre Lucie pouvait à peine marcher. Anna était à moitié folle de douleur. Pour moi, je déclare que je suis furieuse contre votre belle-sœur et que je désire de tout mon cœur qu'il se marie en dépit d'elle. Bon Dieu, dans quel état sera le pauvre Edward quand il apprendra cela? Sa bien-aimée, traitée avec ce mépris. On dit qu'il l'aime passionnément et qu'il sera capable de tout, et je le conçois très bien. Monsieur de Navarre pense de même. Nous en avons jasé ensemble pendant une demi-heure. Enfin, il m'a quitté pour y retourner. Il avait grande envie d'y être quand Madame Ferrars y arrivera. Madame Dashwood l'a fait prier de venir dès que mes pauvres cousines ont été parties. Elle est sûre que sa mère va aussi tomber en syncope. Ce qu'il y a de certain, c'est que ce ne sera pas moi qui la ferai revenir. Je ne les plains ni l'une ni l'autre. Je n'ai encore vu de ma vie 2 femmes faire tant de cas, du rang et des richesses. Je ne vois pas pourquoi Edward Ferrars n'épouserait pas Lucy Stills. Elle n'est pas fille de lord, cela est vrai, mais ce n'est pas la femme qui fait le mari. Et n'a-t-on pas souvent vu de pareils mariages? Ma fille Mary n'est-elle pas milady? N'en déplaise à ces belles dames. Lucie n'a rien ou presque rien, c'est vrai aussi, mais elle a des charmes et du savoir-faire. Personne n'est plus gentil dans une maison. Cela met la main à tout, et si Madame Ferrars leur donne seulement 500 pièces par année, elle brillera autant qu'une autre avec 1000. Ah, comme il serait bien dans une petite maison comme la vôtre, ni plus ni moins, avec 2 filles pour les servir et un domestique pour le mari. Que faut-il de plus pour être heureux quand on s'aime? Et je crois que je pourrais leur procurer une bonne femme de chambre, la propre sœur de ma Betty, qui leur conviendrait parfaitement. Ici, Madame Jennings arrêta son flux de paroles. Et comme Elinor avait eu le temps de rassembler ses idées, elle put répondre comme le sujet le demandait. Il n'y avait presque rien de nouveau pour elle. Elle était préparée à cet événement, et ne fut point soupçonnée d'y prendre un intérêt particulier, car depuis longtemps, Madame Jennings avait cessé de la croire attachée à Edward. Heureuse de l'absence de Maria, elle se sentit très capable de parler de cette affaire sans embarras, et de donner son sentiment avec impartialité. Elle savait à peine elle-même ce qu'elle désirait, mais elle s'efforçait de rejeter de son esprit toute idée que cela pût finir autrement que par le mariage d'Edward et de Lucie. Elle était inquiète de ce que ferait Madame Ferrars pour l'empêcher, et bien plus inquiète encore de la manière dont Edward se conduirait. Il n'était plus lié à Lucie par l'amour, elle en était sûre, mais il l'était par l'honneur, et quoique l'idée de le perdre fût bien cruelle, elle l'était moins que celle qu'il pût manquer à un tel engagement. Elle sentait beaucoup de compassion pour lui, très peu pour Lucie, et pas du tout pour les autres. Comme Madame Jennings ne pouvait parler d'aucun autre sujet, il devenait indispensable d'y préparer Maria. Il n'y avait pas de temps à perdre pour la détromper, lui faire connaître l'exacte vérité, et tâcher de la mener à en entendre parler sans trahir ni son chagrin relativement à sa sœur, ni son ressentiment contre Edward. La tâche d'Elinor était pénible. Elle allait détruire la seule consolation de sa sœur, qui lui disait souvent « Chère Elinor, le meilleur moyen que j'ai pour ne pas m'occuper de Willoughby, c'est de penser à Edward, au bonheur dont vous jouirez ensemble, et de me dire que vous le méritez plus que moi. » Et il fallait renverser, anéantir peut-être la bonne opinion qu'elle avait de lui, et par une ressemblance dans leur situation que son imagination rendrait plus frappante qu'elle ne l'était en effet, réveiller en elle le sentiment de ses propres peines. Mais il le fallait, et Elinor se hâta de la joindre et de commencer son récit. Elle était loin de vouloir lui dépeindre ses propres sentiments et lui parler de ses souffrances, à moins que l'exemple de l'empire qu'elle prenait sur elle-même depuis qu'elle connaissait l'engagement d'Edward
ne put encourager Maria à l'imiter. Sa narration fut claire et simple, et quoiqu'elle ne pût la faire sans émotion, elle ne fut accompagnée ni d'une agitation violente, ni d'un chagrin immodéré. Il n'en fut pas de même de Maria. Elle l'écouta avec horreur et filait aux cris. Elinor fut obligée de la calmer pour ses propres peines, comme elle l'avait fait pour les siennes. Mais tout ce qu'elle put lui dire ne fit qu'augmenter son indignation, que relever encore à ses yeux le mérite d'Elinor, et conséquemment, que rendre plus sensibles les torts de celui qui s'était joué de son bonheur, qui avait pu en aimer une autre qu'elle. Elle n'admettait pas même en sa faveur qu'il n'eût agi que par imprudence, le seul tort que, selon Elinor, on put lui reprocher. Mais Maria, pendant longtemps, ne voulut rien entendre. Édouard était un second Willoughby, et bien plus coupable encore. Puisqu'Elinor convenait de l'avoir aimé sincèrement, elle devait sentir tout ce que Maria avait senti. Quant à Lucy Stills, elle lui paraissait si peu aimable, si peu faite pour attacher un homme sensible qu'elle ne voulait pas d'abord croire, ni ensuite pardonner l'affection qu'elle avait inspirée à Edward, même en considérant que celui-ci n'avait alors que 18 ans. Elle ne voulait pas même admettre que ce goût fût naturel chez un homme, vivant seul à la campagne avec cette jeune personne. Il semblait à l'entendre qu'Edward aurait dû garder son cœur libre de tout sentiment jusqu'au moment où il devait voir Elinor. Maria avait bien écouté sa sœur, tant qu'elle l'avait ignoré qu'Edward était engagé avec Lucy Stills. Elle ne savait point les détails et n'était pas en état de les entendre. Pendant longtemps, tout ce que put faire Elinor fut de l'adoucir, de calmer son ressentiment. Enfin, Maria lui demanda depuis combien de temps elle savait cet odieux événement, et si c'était Edward qui le lui avait écrit. « Je le sais depuis 4 mois, dit Elinor, et non par lui. Quand Lucy vint à Barton ce dernier novembre, elle me le confia sous le sceau du secret. » À ces paroles, les yeux de Maria exprimèrent le plus grand étonnement. À peine ses lèvres purent se mouvoir. Enfin, elle s'écria : « Dieu ! Vous le savez depuis 4 mois, et par celle qui l'emportait sur vous ?» Elinor le confirma. « Ah, chère Elinor, dit-elle en fondant en larmes et se jetant au cou de sa sœur. Quoi ? Pendant que vous m'avez soignée avec tant de tendresse, de calme, de raison, un chagrin si semblable au mien pesait sur votre cœur ? Adieu, et je vous reprochais d'être heureuse. » Elle cacha son visage sur l'épaule de sa sœur, et ses larmes redoublèrent. « Chère Maria, ne vous reprochez rien. Vous ne pouviez pas savoir quels étaient mes tourments, dit Elinor. « 4 mois, s'écria encore Maria. Si calme, si souvent gai. Oh, Elinor, qu'est-ce qui vous a soutenue ? Le sentiment que je faisais mon devoir. Ma promesse à Lucie m'obligeait au secret. Je lui devais donc à elle de ne rien dire, ni de ne rien faire qui pût trahir la vérité. Je devais à ma famille, à mes amis, de ne pas exciter leur sollicitude sur moi, en leur laissant remarquer que j'avais un chagrin caché, que je ne pouvais leur confier. Enfin, je me devais à moi-même de ne pas paraître trop humiliée et trop malheureuse aux yeux de ma rivale, et à Edward de ne pas augmenter la peine qu'il aura peut-être à tenir ses promesses. Maria fut très frappée. « J'ai souvent désiré, continua Elinor, de détromper vous et ma mère sur vos espérances. Une fois ou deux, je l'ai même tenté, mais sans trahir ma foi, sans pouvoir donner une preuve positive. Vous ne l'auriez pas voulu croire. 4 mois, si tranquille en apparence, et cependant vous l'aimiez, dit Maria, avec le regard et le ton du doute. Oui, je l'aime, répondit Elinor avec candeur et sentiment. Mais je ne l'aime pas uniquement. Et j'étais bien aise d'épargner à ceux qui me sont chers aussi le chagrin de me voir malheureuse. Je travaillais en silence, pendant que cet événement était un secret pour tout le monde, excepté pour moi seule, à le supporter avec courage quand il éclaterait. Ce moment est arrivé, et je vous assure que je puis en parler à présent sans trop d'émotion. Je vous conjure donc, chère Maria, de ne pas souffrir pour moi plus que je ne souffre moi-même. Ne comparez pas votre malheur au mien. Ils n'ont pas plus de rapport que nos caractères. Je perds plus que vous peut-être en perdant Edward, mais j'ai plusieurs motifs de consolation que vous n'aviez pas. Je puis encore estimer Edward, et je le justifie de tout or essentiel. Je désire son bonheur et je l'espère, quoiqu'il n'ait pas, peut-être,
la compagne qui lui aurait convenu, parce qu'il sera soutenu comme moi par le sentiment d'avoir fait ce que sa conscience lui dictait. S'il éprouve d'abord quelques regrets, je le connais assez pour être sûr qu'il en aurait davantage encore s'il était parjure, et qu'ils se calmeront peu à peu. Lucie ne manque ni d'esprit ni de bon sens. Ses défauts tiennent à son manque total d'éducation. Elle aime Edward, je l'espère du moins. Pourrait-elle ne pas l'aimer? Elle se modèlera sur lui. Elle acquerra les vertus qui lui manquent et qu'il possède à un si haut degré. Il l'a aimée une fois, il l'aimera plus encore lorsqu'elle le méritera, et que les qualités et les vertus de sa femme seront son ouvrage. Il oubliera, j'espère, qu'une autre lui avait paru supérieure. Il n'a point aimé Lucie, dit vivement Maria. Il ne l'aimera jamais. Ou il n'a jamais aimé Elinor. Bien certainement, un cœur, tel que celui que vous supposez à Edward, ne peut s'attacher deux fois et à deux objets aussi différents. Vous en revenez toujours à votre système de constance éternelle, ma chère Maria. Il prouve non seulement votre sensibilité, mais aussi, permettez-moi de vous le dire, l'exaltation un peu trop romanesque de votre esprit qui vous entraîne au-delà de la réalité. Quoi? Parce qu'on a eu le malheur d'être trompé dans un premier attachement, on aurait encore celui de ne pouvoir plus s'attacher à personne? Et parce qu'un cœur sincère et sensible a été déchiré, rien ne guérira ses blessures, et il doit rester isolé pendant toute l'existence? Non, non, cela ne peut être. Non, je ne puis le croire, et... Ainsi, interrompit vivement Maria, c'est la sage, la prudente Elinor, qui pense que l'on peut passer ainsi sa vie, d'attachement en attachement. Car si vous supposez la possibilité d'aimer deux fois, il n'y a plus de bornes. Pourquoi pas 3, 10, 20, 30? Comment soutenir cette idée? Non pas, chère Maria, dit Elinor en souriant. Mais je crois que celui ou celle qui a été trompé une fois ne le sera pas deux. Un second attachement n'aura peut-être pas la vivacité du premier, mais il n'en aura ni la promptitude, ni l'illusion. Et l'on cherchera à bien connaître la personne avant de s'y attacher. On n'aimera que ce qu'on estime, et alors, on l'aimera toujours. Cependant, dit Maria, vous avez bien cru connaître Edward? Et je le crois encore. Edward ne m'a point trompé, et s'il était libre, j'ose assurer que je n'aurais jamais aimé que lui. Mais il ne l'est plus, et je dois effacer de mon cœur tout autre sentiment que l'estime s'il épouse Lucie. Et s'il ne l'épouse pas, je dois renoncer même à l'estime. Mais je ne veux seulement pas le supposer. Je crois, dit Maria, que vous n'aurez pas grand-peine à triompher de tous vos sentiments, si la perte de celui que vous aimiez vous touche si peu. Votre courage, votre empire sur vous-même sont peut-être moins étonnants, et votre malheur est alors en effet très supportable. Je vous entends, Maria. Vous supposez que je ne suis pas susceptible d'un attachement vif, et que par conséquent je ne suis pas très malheureuse. Vous vous trompez. J'ai tendrement aimé Edward, et j'ai cru l'être de lui. J'ai longtemps nourri l'espoir enchanteur d'être sa compagne, et la certitude que nous serions heureux ensemble. Le coup qui m'a frappé était complètement inattendu, et m'a laissé sans espérance et sans consolation. Pendant 4 mois, j'ai porté seule tout le poids de ma douleur, sans avoir la liberté de la soulager en la confiant à une amie, ayant non seulement mon propre chagrin à supporter, mais aussi le sentiment du vôtre et de celui de ma mère, quand vous viendriez à l'apprendre, et n'osant pas même vous y préparer. J'avais su mon malheur par la personne même dont les droits plus anciens que les miens et plus sacrés, puisqu'ils reposaient sur une promesse solennelle, m'ôtaient toute espérance. Et j'ai cru voir dans cette confidence un triomphe et des soupçons jaloux qui m'obligeaient à montrer une complète indifférence pour celui qui m'intéressait si vivement. J'étais obligée d'entendre sans cesse le détail de leur amour, de leurs projets, et dans ces cruels détails, pas un mot, pas une circonstance qui put me consoler de perdre Edward pour jamais, en me le montrant moins digne de mon affection. Au contraire, tous les éloges de Lucie, tout ce qu'elle me disait de lui, justifiait mon opinion en augmentant mes regrets. Vous avez vu comme j'ai été traitée ici par sa mère et par sa sœur. J'ai souffert la punition d'un amour auquel je devais renoncer. Et tout cela dans un moment où j'avais encore à supporter le malheur d'une sœur chérie. Ah, Maria, si vous ne me jugez pas tout à fait insensible, vous devez penser que j'ai bien assez souffert. Cette fermeté, ce courage qui vous étonne, sont les fruits de mes constants efforts pendant tout le temps que j'étais forcée de me taire. Si j'avais pu vous en parler dans les premiers moments,
Vous m'auriez trouvé peut-être aussi faible que je vous parais forte à présent. Ah, je n'aurais même alors pu vous cacher à quel point j'étais malheureuse. Maria fut tout à fait convaincue, et ses larmes recommencèrent à couler. « Oh, Elinor !» s'écria-t-elle. « Combien je me hais moi-même! Comme j'ai été barbare avec vous, vous qui étiez mon seul soutien, vous qui avez supporté mon désespoir, qui sembliez seulement souffrir pour moi. Et je vous accusais d'insensibilité, vous la plus tendre, la meilleure des sœurs. C'était là ma reconnaissance. Parce que je ne pouvais atteindre à votre mérite, j'essayais de le nier ou du moins de l'affaiblir, de même que je refusais de croire à l'énormité de votre malheur, que vous supportiez avec tant de calme et de résignation. » Les plus tendres caresses entre les deux sœurs suivirent cette scène. Dans la disposition actuelle de Maria, Elinor eut peu de peine à obtenir ce qu'elle désirait. Maria s'engagea à ne parler jamais d'Édouard ni de Lucie avec amertume, à ne témoigner à cette dernière ni mépris, ni haine, ni colère, dans le cas où elle la rencontrerait, et même à voir Édouard, si l'occasion s'en présentait avec la même cordialité. Tout cela était beaucoup pour Maria, mais fâchée comme elle l'était d'avoir injurié sa sœur, il n'était rien qu'elle n'eût fait pour le réparer. Elle tint ses promesses d'une manière admirable. Elle entendit tous les bavardages de Madame Jennings sur ce sujet, sans disputer avec elle ou la contredire en rien, et répétant souvent « Oui, madame, vous avez raison ». Elle écouta même l'éloge de Lucie sans indignation. Et quand Madame Jennings disait comme Édouard l'adorait, elle en fut quitte pour un léger spasme. Elinor fut si enchantée d'elle et de son héroïsme que ce fut une consolation pour elle. Hélas, la pauvre Elinor ne se doutait pas combien cet effort était pénible à Maria. Sa santé, qui se soutenait dans une espèce de langueur depuis son malheur, succomba tout à fait quand le malheur de sa sœur se joignit au sien. Obligé de cacher toutes ses impressions, tous les sentiments violents qui assaillaient à la fois son cœur, il lui semblait quelquefois qu'il allait se briser. Ses nuits étaient sans sommeil, ses jours sans tranquillité. Mais elle eut bien moins de peine à cacher ce qu'elle souffrait au physique que son indignation sur l'engagement d'Édouard. Elle le cacha donc aussi bien qu'il lui fut possible. Elinor, sans cesse auprès d'elle, s'apercevait peu de son changement graduel, de sa pâleur, de sa maigreur, qui frappait ceux qui la voyaient moins habituellement. Mais le nombre en était petit. Elle recommença à ne pas sortir de chez elle. La crainte de rencontrer monsieur ou madame Willoughby fut son prétexte auprès d'Elinor, qui comprenait trop bien ce motif pour la presser et qui, n'ayant elle-même aucune envie de se retrouver avec eux ou avec Édouard, resta aussi plus souvent à la maison. Le lendemain de son entretien avec Elinor, elle eut une autre épreuve à soutenir. Ce fut une visite de son frère, qui vint tout exprès pour parler de la terrible affaire et apporter à ses sœurs des nouvelles de sa femme. Chapitre 39. Vous avez entendu parler, à ce que je suppose, dit-il avec une grande solennité dès qu'il fut assis, de la choquante découverte qui se fit hier chez nous-mêmes. Tout le monde restant en silence, il se recueillit aussi un moment pour parler avec la dignité convenable. Il avait espéré qu'une foule de questions le tirerait d'affaire et qu'il n'aurait qu'à répondre. On ne lui en faisait point. Il fallut donc pérorer tout seul, et l'éloquence n'était pas le partage du pauvre John. « Votre sœur, dit-il enfin, a souffert considérablement. Le docteur de Navarre, mais j'y reviendrai ensuite, il faut d'abord vous dire que Madame Ferrars a aussi été très affectée, et c'est bien naturel. En un mot, c'était une scène de contrariété, tellement compliquée, mais il faut espérer que cet orage menaçant passera sans qu'aucun de nous y succombe. » Il se rengorgea, tout fier d'avoir trouvé cette belle métaphore. Malgré son chagrin, il fut impossible à Maria de s'empêcher de sourire. Il s'en aperçut. « Oui, riez, Maria. Vous ne rirez pas, je crois, quand vous saurez que vous avez failli perdre votre belle-sœur. Pauvre famille. Elle a été tout le jour hier en convulsions. Mais je ne veux pas trop vous alarmer. De Navarre assure qu'il n'y a nul danger. Sa constitution est bonne et son courage vraiment admirable. Elle a supporté ce coup avec la fermeté d'un ange. Elle dit que de sa vie, elle n'aura plus de confiance en personne, et je le comprends, après avoir été si cruellement trompée.
Avoir trouvé une telle ingratitude après tant de bonté et tant de générosité, je crois qu'elle vous aurait plutôt 1000 fois soupçonné, Elinor, plutôt que cette pauvre Lucie. Plutôt que Lucie. C'était par excès d'amitié qu'elle avait invité ces jeunes personnes à venir demeurer chez nous. Elle trouvait qu'elles méritaient cette faveur, qu'elles étaient attentives, empressées, toujours prêtes à dire des choses flatteuses à tout le monde, à faire tout ce qu'Henri voulait, et 1000 jolis petits ouvrages, enfin, que c'étaient deux compagnes très agréables, car sans cela, elles vous auraient invitées toutes les deux à rester avec nous, pendant que votre bonne amie soignait sa fille. Et puis, être ainsi récompensée. Je voudrais à présent de tout mon cœur, dit-elle, de ce ton affectueux que vous lui connaissez, que nous eussions invité vos sœurs, puisqu'il n'est pas question de ce que nous avons craint. Ici, John s'arrêta, en s'admirant d'avoir si bien parlé, et afin d'être remercié de la bonté de Fanny, ce qui fut fait avec un air d'ironie que John ne remarqua point. Il continua. Ce que la pauvre Madame Ferrars a souffert quand sa fille lui a pris la chose ne peut être décrit. Pendant qu'avec une affection vraiment maternelle, elle arrangeait pour son fils un superbe mariage, apprendre tout à coup qu'il est engagé avec une autre, et quelle autre, bon Dieu, une petite fille sans naissance, sans fortune, venant on ne sait d'où. Ici, la tante Jennings voulut éclater. Elinor la retint en lui serrant doucement la main. Elle se tut pour le moment. « Jamais de la vie !» continua John. « Un tel soupçon ne lui serait entré dans la tête. Et si elle le croyait attaché à quelqu'un, c'était tout d'un autre côté, vous m'entendez ? Et moi-même et Fanny, nous pensions de même. Enfin, cette bonne mère était à l'agonie. Nous nous consultâmes ensemble, cependant, sur ce qu'il y avait à faire, et elle se décida à envoyer chercher Edward. Il vint immédiatement. Mais je suis fâchée, vraiment fâchée, d'avoir à raconter ce qui suit. Et d'ailleurs, vous en savez assez, je pense. Je vous ai dit la cause du mal de Fanny. Vous savez qu'elle est mieux. Cela vous suffit, je crois. Le reste s'apprendra en son temps. Non, non, mon frère, s'écria Elinor. Dites tout. Nous voulons tout savoir. Le sort de M. Ferrars nous intéresse aussi. Qu'a-t-il dit ? Que veut-il faire ? Il ne mérite guère cet intérêt, et je vous avoue que j'aurais attendu autre chose de lui. Je suis vraiment indignée. Croiriez-vous que malgré tout ce que sa mère, sa sœur et moi-même, dont la vie n'est pas à dédaigner, nous avons pu lui dire et lui représenter pour rompre son engagement, tout a été inutile ? La bonne Fanny est allée jusqu'à la prière. Devoir, affection, tout a été sans effet. Je n'aurais jamais pu croire qu'Edward fût aussi entêté, aussi insensible. Sa mère a eu la condescendance de lui expliquer ce qu'il pouvait attendre de sa libéralité s'il consentait à épouser Miss Norton. Elle lui a dit qu'elle ne lui donnerait ses terres de Norfolk, qui rapportent clair et net 1000 pièces de revenus. Elle lui a même offert à la fin 1200 pièces, lui déclarant en même temps que s'il persistait dans sa basse liaison, il pouvait s'attendre à la misère la plus complète, que les 2000 pièces de capital qui sont à lui et qu'elle ne peut lui ôter seraient tout ce qu'il aurait jamais à prétendre, qu'elle ne le verrait plus, et que loin de lui prêter jamais la moindre assistance, s'il voulait prendre un état pour gagner quelque chose, elle ferait tout son possible pour lui nuire et l'empêcher d'obtenir une place. Elinor éleva les yeux au ciel avec une expression impossible à rendre. Maria, au comble de l'indignation, joignit les mains et s'écria « Grand Dieu, cela est-il possible ?» « Je comprends votre étonnement, Maria, » dit John Dashwood, « d'une obstination qui a pu résister à de tels arguments. Votre exclamation est très juste. » Elle allait répondre, mais Elinor lui jeta un regard suppliant, et qui disait en même temps « À qui voulez-vous parler ?» Elle le comprit et se tut, mais ses yeux parlaient pour elle. « Tout, » continua John, « fut inutile. Edward dit peu de choses, mais de la manière la plus ferme et la plus décidée. Je l'ai promis et je tiendrai mes engagements. Voilà tout ce que nous pûmes obtenir de lui. Vous voyez à présent comment on peut se fier aux apparences. Qui aurait cru Edward capable de répondre ainsi à sa mère ? Moi, dit enfin Madame Jennings, qui brûlait de parler. Dès que je l'ai connu, je l'ai regardé comme un honnête homme, et je pense que s'il avait cédé, il aurait agi comme un coquin et un parjure. J'ai quelques mots aussi à dire dans cette affaire. Ainsi, monsieur Dashwood, je vous prie de m'excuser si je vous dis ma façon de penser. Lucy Stills est ma cousine, et celle aussi de Lady Middleton, dont le nom et le titre valent bien autant que ceux de Madame Ferrars. Quant à Lucy, elle n'est pas riche et ce n'est pas sa faute, mais elle est jolie et gentille,
on ne peut pas lui nier cela. Et elle mérite aussi bien qu'une autre d'avoir un bon mari. Vous ne saviez pas d'où elle venait? Eh bien, vous allez savoir. Son père était mon cousin, issu de Germain. John Dashwood fut très étonné. Mais il était d'une nature pacifique, et jamais il ne cherchait à offenser personne, surtout si c'était quelqu'un de riche. Loin donc de se fâcher contre Madame Jennings, il fut sur le point de lui demander pardon. « Je vous assure, madame, lui dit-il, que je ne veux manquer de respect à aucun de vos parents. J'ignorais que mesdemoiselles Stills eussent l'honneur de vous appartenir. Mademoiselle Lucie m'a toujours paru une jeune personne très méritante, très aimable, et pour qui nous avions, j'ose le dire, beaucoup d'amitié. Mais dans le cas présent, vous comprenez qu'une liaison est impossible. Et si vous me permettez de vous le dire, être entré dans un secret engagement avec un jeune homme de famille riche comme M. Ferrars, qui était remis aux soins de son oncle, est peut-être, comment dirais-je cela, un peu extraordinaire. En un mot, je ne me permets aucune réflexion sur la conduite d'une personne à qui vous vous intéressez, Madame Jennings. Nous souhaitons tous qu'elle soit heureuse, mais j'en doute fort, car Madame Ferrars tiendra sa parole. Elle agit comme une bonne mère, et selon sa conscience, elle s'est montrée désintéressée, libérale et juste. Doit-on traiter un enfant désobéissant comme un enfant soumis? Vous voyez Fanny, elle consulte encore sa mère sur tout ce qu'elle fait, comme si elle n'était pas mariée. Et quoiqu'elle m'aime à la folie, je suis sûre qu'elle ne m'aurait jamais épousée si Madame Ferrars l'avait menacée comme elle l'a fait avec Edward. Il a rejeté le bon lot qui lui était offert, et je crains qu'il n'en ait un bien mauvais. Maria soupira profondément, et le cœur de la pauvre Elinor était déchiré en pensant à ce qu'Edward devait avoir souffert pour une femme qui ne pouvait le récompenser. « Eh bien, monsieur, dit Madame Jennings, comment cela a-t-il fini ? » « Je suis fâchée, madame, d'avoir à vous l'apprendre, par une rupture complète entre la mère et le fils. Edward est rejeté pour toujours, et Madame Ferrars n'a plus que 2 enfants, Robert et Fanny. Edward a quitté hier la maison. Mais est-il parti ou resté en ville? C'est ce que j'ignore. Vous comprenez que nous ne pouvons plus avoir de relation avec lui? Pauvre jeune homme, s'écria Elinor. Que va-t-il devenir? Le mari de Lucy Stills, sans doute, dit John, est un pauvre misérable qui aura à peine de quoi se nourrir. C'est fort triste, et cependant, voilà ce qui est sûr. Né avec l'espoir d'une telle fortune et se voir réduit à presque rien? Je ne puis concevoir une situation plus déplorable. L'intérêt de 2000 pièces? Comment un homme peut-il vivre avec cela? Et ajouter encore à cela le souvenir qu'il aurait pu, s'il n'avait pas été un fou, avoir les 2000 pièces de revenus et 500 par-dessus, car mademoiselle Morton aura le jour de sa noce 30 000 pièces. Je ne puis me peindre un pareil sort. Nous le sentons vivement, sa sœur et moi, je vous assure, et d'autant plus qu'il n'est pas en notre pouvoir de l'assister sans désobéir à notre mère et courir peut-être les mêmes risques que lui. « Pauvre jeune homme !» s'écria encore Madame Jennings. « Il serait le très bienvenu s'il voulait venir loger et manger chez moi. Je le lui dirais, si je pouvais le voir. » Le cœur d'Elinor la remercia de sa bonté pour Edward. « S'il avait voulu, madame, il aurait une bonne maison, où il aurait pu nous inviter très souvent. À présent, tout est fini, et si jamais il a une chaumière ou quelque logement semblable, je doute que personne soit tenté d'aller le voir. On y ferait maigre chère. Ce qu'il y a de pis, c'est que c'est sans retour, car il se prépare quelque chose contre lui, et on ne s'en tiendra pas aux menaces. Madame Ferrars s'est déterminée, avec sa bonté et sa justice accoutumée, à donner immédiatement à Robert ce que devait avoir Edward, et à lui assurer 1000 pièces par an. Je viens de la laisser avec son avocat, parlant de cette affaire. « Bien, dit Madame Jennings, elle se venge, et chacun à sa manière. La mienne ne serait pas de rendre un de mes fils indépendant, parce que l'autre m'aurait blessé. » Maria se leva et se promena dans la chambre. « Y a-t-il quelque chose de plus piquant, dit John, de plus désespérant que de voir son frère cadet en possession d'un bien qui devait vous appartenir? Pauvre Edward, il est bien coupable, mais aussi bien à plaindre. » Il se leva et prit congé d'elle, en leur assurant sans cesse que Fanny n'était point en danger, et qu'elle pouvait être tranquille, qu'il n'y avait lieu à aucune inquiétude. À peine fut-il sorti que les 3 dames unanimes, dans leurs sentiments, louèrent la noble conduite et le désintéressement d'Edward, autant qu'elles blâmèrent mesdames Ferrars et Dashwood. L'indignation de Maria éclata avec violence. Elinor ne disait rien,
mais elle admirait et plaignait Edward de toute la force de son cœur. Madame Jennings était de leur avis à toutes deux. Elle mit beaucoup de chaleur dans ses éloges de la conduite d'Edward, dont la possession de sa chère Lucie serait la récompense. Elinor et Maria savaient seules combien il y avait de mérite à lui d'avoir écouté la voix de l'honneur, aux dépens de la perte de sa fortune et de celle même de tout son bonheur. Et combien son dédommagement serait peu de choses, excepté cependant celui du témoignage de sa conscience, qui l'emporte surtout chez un honnête homme. Elinor était fière de la vertu de celui qu'elle aimait, et Maria lui pardonnait ses torts par compassion pour son malheur. Mais quoiqu'il n'y eût plus actuellement de secret à garder, et qu'on pût en parler librement, c'était un sujet de conversation que les deux sœurs évitaient dans leur tête-à-tête autant qu'il leur était possible. Elinor, parce qu'elle préférait en détourner sa pensée, et Maria, parce qu'elle redoutait la comparaison qu'elle ne pouvait s'empêcher de faire elle-même de sa conduite avec celle de sa sœur. Elle la sentait vivement, cette différence, mais non pas comme Elinor l'avait espéré, pour y puiser des forces et du courage. Elle n'y trouvait qu'un nouveau sujet de peine, par les reproches amers qu'elle se faisait elle-même de n'avoir pas montré plus de fermeté, ni su cacher aussi sa douleur dans les commencements. À présent, sa santé détruite influait sur son moral. Elle se trouvait trop faible pour rien tenter, et se laissait toujours plus aller à son abattement. Pendant 2 jours, elle n'apprit rien de nouveau, mais elle en savait assez pour occuper la tête et la langue de Madame Jennings, qui se décida à aller faire une visite à Holborn à ses cousines Stills, plus encore par curiosité que par intérêt. Le 3e jour était un dimanche, et le temps était si beau pour la saison. C'était la 2e semaine de mars, qu'elle eut envie d'aller se promener dans les jardins de Kensington, où il y aurait sûrement beaucoup de monde, et proposa à Elinor de l'accompagner. « Je parie, lui dit-elle, que nous trouverons là les Stills, et que je n'aurai pas besoin d'aller plus loin. Je n'ai pas trop d'envie, s'il faut le dire, de faire connaissance avec les parents chez qui elle demeure. Ce sont des gens un peu communs. Vous comprenez à présent, j'ai pris un autre ton, d'autres habitudes. J'irai pourtant à Holborn, si elles ne sont pas à Kensington. Et si vous ne voulez pas venir avec moi, je vous enverrai chez votre frère. Mais pourquoi ne feriez-vous pas une visite à cette chère Lucie qui vous aime tant, et dans une occasion si importante ? Peut-être vous y trouverez M. Ferrars, et vous leur feriez votre compliment en même temps. Elinor dit seulement qu'elle serait bien aise d'aller savoir des nouvelles de sa belle-sœur, et se prépara à suivre Madame Jennings. La languissante Maria, qui craignait de rencontrer Willoughby, préféra de rester. Le jardin était en effet rempli de promeneurs. Une intime connaissance de Madame Jennings vint les rejoindre. Elinor les laissa causer ensemble et s'abandonna à ses réflexions, tout en regardant avec un peu d'effroi autour d'elle, et en tremblant de rencontrer Edward ou Willoughby. Elle ne vit ni l'un ni l'autre, et pendant longtemps, personne qui put interrompre le cours de ses pensées. Mais au détour d'une allée, elles virent, au milieu d'un groupe de promeneurs, la grosse Anna Stills, plus parée qu'à l'ordinaire et couverte de rubans couleur de rose. Dès qu'elle aperçut Elinor, elle quitta ses amis et vint auprès d'elle, d'abord avec un peu de timidité. Mais Madame Jennings la salua si amicalement et Elinor si poliment qu'elle reprit courage et dit à sa compagnie de continuer sans elle, qu'elle se promènerait un peu avec ces dames. Pendant ce temps-là, Madame Jennings disait à l'oreille d'Elinor : « Allez avec elle, ma chère, et faites-la causer. Elle vous dira tout ce que vous voudrez. Vous voyez que je ne puis quitter Madame Clark. » Elinor n'éprouva pas de difficulté pour exécuter les ordres de Madame Jennings. Anna vint passer familièrement son bras dans celui de Miss Dashwood et l'entraîna en avant. Ce qui fut heureux pour la curiosité de Madame Jennings, c'est qu'Anna parla tant qu'on voulut sans la provoquer, car Elinor ne lui fit pas une seule question. « Je suis charmée de vous avoir rencontré, dit Mademoiselle Stills. Je désirais vous voir plus que tout autre. Et, baissant la voix, vous avez appris la grande nouvelle, je suppose. Madame Jennings est-elle bien en colère ? Contre vous ? Non, pas du tout, je vous assure. Eh bien, voilà déjà une bonne chose. Et Lady Middleton est-elle bien fâchée ? Je ne l'ai pas vue, mais je ne puis le supposer. Allons, voilà du bonheur, et je suis bien contente. Ah, mon Dieu, Miss Dashwood, j'en ai bien eu assez à supporter de colère, et de votre belle-sœur et de Lucie. Je n'avais encore jamais vu Lucie dans une telle rage contre moi. Et cependant, elle me gronde souvent, comme vous savez, parce qu'elle a, dit-elle, beaucoup plus d'esprit que moi.
Je n'y peux rien. Chacun est comme il peut dans ce bas monde. Elle jura au premier moment que de sa vie, elle ne me broderait plus un seul bonnet, qu'elle ne m'aiderait plus à m'habiller, car voyez, elle fait tout cela beaucoup mieux que moi. Mais à présent, elle est tout à fait revenue, et bien est-ce que j'ai parlé. Elle s'en mariera plutôt. Aussi, regardez, elle m'a donné ce ruban qu'elle a retourné et bouclé sur mon chapeau. Ah, Miss Dashwood, je sais bien que vous allez rire et ce que vous me direz, mais pourquoi ne mettrais-je pas des rubans roses? Est-ce ma faute, si c'est la couleur favorite du docteur de Navarre, et s'il trouve qu'elle me va bien? Jamais je ne l'aurais deviné, s'il ne me l'avait pas dit l'autre jour. Je crois, Miss Anna, que vous avez le même teinturier pour vos rubans que pour vos joues, car c'est la même nuance. N'est-ce pas joli cela, Miss Dashwood? Je crois bien que mon visage devint alors plus rouge que mon ruban. Mais depuis, j'ai toujours mis des rubans couleur de rose, vous comprenez? Et Lucie m'a fait bien plaisir de me donner le sien. Mes cousines me font un peu enrager là-dessus, mais qu'est-ce que cela me fait? Si je le rencontre, il me dira quelques jolies choses là-dessus. Elinor, qui n'avait rien à dire sur les rubans et l'amour d'Anna, et qui désirait savoir autre chose, prit sur elle de lui demander des nouvelles de sa sœur et pourquoi elle n'était pas à Kensington. Pourquoi? Cela se demande-t-il? C'est qu'elle a son amoureux auprès d'elle, et qu'il a mieux aimé lui parler en liberté que de se promener. Le docteur de Navarre aurait aussi pu, dans ce moment, complimenter Elinor sur la teinte de ses joues. Nous commencions à être tous bien en peine, continua Anna. C'est mercredi que l'affaire se découvrit, et que nous fûmes renvoyés de chez votre frère. Et nous n'avions pas entendu parler d'Édouard, ni jeudi, ni vendredi, ni samedi. Nous ne savions pas ce qu'il était devenu. Et ma cousine Godby, et ma tante Spark, et mon cousin Richard, tout le monde disait à Lucie de prendre son parti, que M. Ferrars ne serait pas pour elle, qu'il faudrait qu'il fût hors de sens de rejeter une femme qui a 30 000 pièces pour en prendre une qui n'a rien du tout. Et Richard disait que quant à lui, il ne le ferait pour rien au monde. « Je ne puis l'obliger à m'épouser, disait Lucie. J'ai ses promesses signées de lui. Il ne s'en fallait que d'un mois ou deux qu'il ne fût majeur. Quand il ne s'en faudrait que d'un jour, disait Richard, rien ne l'oblige à les tenir. Et s'il faut plaider, on ne plaide pas sans argent. Et vous en donnera qui voudra. Lucie ne savait que dire. Elle voulait lui écrire, mais elle ne savait où adresser sa lettre. Enfin, ce matin, comme nous revenions de l'église, il est arrivé, un peu triste, il m'a semblé. Mais il y a bien de quoi. Il nous a tout raconté, et ce que sa mère lui a dit, et ce qu'il a répondu, qu'il voulait Lucie, seulement Lucie et aucune autre, puisqu'il le lui avait promis, et comme sa mère là-dessus l'avait déshéritée et chassée de chez elle. Lucie était bien triste aussi en entendant cela, vous comprenez? Mais Édouard a pourtant 2000 guinées qu'on ne peut lui ôter, et qui sait si Lucie trouverait si vite un autre mari? Elle a pensé tout cela, et elle a dit à Édouard qu'il pourrait fort bien vivre là-dessus. Je vous en conjure, chère Lucie, lui disait-il, pensez-y bien, je ne peux pas vous entraîner à votre perte, et quoique je sois prêt à tenir mes engagements, je vous dégage les vôtres, si vous pensez que je ne suis plus assez riche pour vous épouser. Je ne puis supporter de vous placer dans une situation qui peut devenir déplorable. Si quelque malheur me faisait perdre mes 2000 livres, je serais sans ressources quelconque. J'ai bien l'idée d'entrer dans les ordres et de suivre la carrière de l'Église, mais sans protection, je ne puis prétendre qu'à une simple cure, et vous savez que c'est bien peu de choses. Vous êtes donc libre, Lucie. Renoncez à moi si vous le préférez. Je comprendrai vos raisons et je n'en serai pas du tout blessée. C'est pour votre intérêt seul que je vous le propose, car pour le mien, mon sort est fixé. Je ne puis obéir à ma mère. Elle m'a rejetée si je n'épousais pas mademoiselle Morton, et je ne l'épouserai jamais. Si vous consentez à rompre notre engagement, j'ai assez pour moi seule, et jamais je ne me marierai. Et qu'a répondu Lucie? Demanda Elinor dans une grande agitation. Vous concevez bien qu'elle n'a pas voulu entendre parler de rupture, le pauvre garçon. Moi j'étais prête à pleurer de l'entendre parler ainsi. Ma sœur lui a dit bien des choses, vous vous en doutez. Il ne convient pas à nous, qui ne sommes pas encore mariés, de répéter des propos d'amour. Vous comprenez ce qu'elle voulait dire, qu'elle voulait l'épouser absolument, qu'elle aimait mieux vivre de rien avec lui et partager sa bonne ou sa mauvaise fortune. Sûrement il était bien heureux et bien touché, car il s'est levé et s'est promené dans la chambre, et j'ai vu qu'il essuyait ses yeux. Tenez, il a pressé son mouchoir dessus, comme cela. Pourquoi aurait-il fait ainsi s'il n'avait pas pleuré de joie? Ensuite, il s'est assis près de ma sœur, il lui a pris la main et lui a dit... Attendez que je me le rappelle. Oui, c'est bien ainsi. Il a dit « Chère Lucie, je vous remercie de votre confiance en mon honneur et de votre attachement pour moi. Ils ne seront pas trompés.
et je m'efforcerai de vous rendre heureuse. » Il fallait entendre comme il soupirait en finissant. Ils sont ensuite convenus ensemble qu'il irait directement à Oxford prendre les ordres et qu'ils attendraient pour se marier, qu'il pût avoir une bonne cure où ils puissent se loger. Voilà tout ce que j'ai entendu. Ma cousine est venue me dire que Madame Richardson était en bas, dans son carrosse, et voulait mener une de nous à Kensington. J'ai donc été forcée d'entrer dans la chambre et de les interrompre pour demander à Lucie si elle voulait y aller, mais elle n'a pas voulu quitter Edward. J'en ai été bien aise, à cause de mon joli chapeau rose, vous comprenez ? Je n'ai eu que le temps de l'attacher, de mettre mes souliers de soie, et me voici bien contente de vous voir et de vous conter tout cela. Il y a une seule chose dans votre récit que je ne comprends pas, dit Elinor. Vous êtes entrée dans la chambre et vous les avez interrompus. N'étiez-vous donc pas avec eux ? Non, certainement, je n'y étais pas, dit Anna fièrement. Croyez-vous que je ne sache pas que les amoureux aiment à être seuls ? Et puis Lucie m'aurait bien grondé. Non, non, dès qu'il est entré, je suis sortie. Mais j'ai tout vu et tout entendu par le trou de la serrure. Comment ? S'écria Elinor. Vous m'avez répété ce que vous avez appris de cette manière ? Je suis fâchée de ne l'avoir pas su auparavant, car bien sûrement je n'aurais pas souffert que vous me donnassiez le moindre détail d'un entretien que vous deviez ignorer vous-même. C'est mal à vous, j'ose vous le dire, de surprendre ainsi les secrets de votre sœur. Hé, pourquoi pas, dit Anna en riant. Il n'y a point de mal à cela. Je suis bien sûre que Lucie ferait de même. Quand mon amie, Miss Sharp, vient me voir et me conter ses amours, car elle a un amoureux aussi qui l'aime bien, Lucie se cache toujours dans le cabinet ou derrière le paravent pour nous écouter. Comment saurait-on ce qu'on veut cacher si on n'écoutait pas ? D'ailleurs, ne sais-je pas tout depuis longtemps ? N'étais-je pas sa confidente ? Sans doute, dit Elinor. Elle aime Edward bien tendrement ? Oh oui, passionnément, surtout dans les commencements. À présent, entre nous, elle le trouve un peu froid. Elle dit que c'est bien dommage qu'il ne soit pas beau et gentil comme son frère. Mais enfin, elle l'aime assez pour l'épouser, et elle fait bien. Il n'en viendrait peut-être pas un autre. Et puis saurait-on dans le monde si c'est elle qui ne l'a pas voulu ? Chacun croirait que c'est lui, et voyez le bel honneur. Lucie n'est pas si bête. Pauvre Edward, pensa Elinor. À quelle femme va-t-il être associé ? Les amis de Miss Stills revinrent. Voilà les Richardson, dit-elle. Il faut que j'aille les rejoindre. Bon, je crois que le docteur est avec eux. Que vais-je faire ? On dirait que c'est pour lui que je reviens. Adieu, chère Elinor. Je n'ai pas le temps de parler à Madame Jennings. Dites-lui que je suis bien contente qu'elle ne soit pas fâchée, et Lady Middleton aussi. Quand vous serez rentrée, si Madame Jennings veut de nous, elle n'a qu'à dire. Bon, les Richardson me font signe. Adieu. Et elle courut au-devant d'eux et du cher docteur. Sur le 10e log lecture sur Raison et sensibilité de Jane Austen. On a donc très sérieusement attaqué le tome 3 parce qu'il reste 3 chapitres et il me semble que le tome 4 il doit être entre 10 et 12 chapitres, donc il fera je le couperai en 3 ou 4, on verra, selon la longueur. Et ben ça avance de fou là, je trouve, l'action. Donc Willoughby il est bien sorti là, de la vie de Maria, ce qui va très bien. Maria m'inquiète par contre parce que donc avec les révélations du mariage futur de l'engagement au moins de Edward avec Lucie, le secret de Lucie qu'Elinor a gardé et le fait que comme Maria n'était pas en forme, Elinor a beaucoup pris sur elle pour cacher un peu tout ça et puis se blinder un peu. Maria culpabilise beaucoup et déjà qu'elle n'était pas en top forme, là je la trouve quand même vachement inquiétante. Je les aime bien toutes les deux, hein. Je pense que Maria, ça serait une jeune fille. Maria serait une jeune fille de nos jours. On dirait qu'elle est hypersensible, je pense. Mais ta gueule! Mon petit chat est resté trop longtemps dehors. Oh, elle a encore allumé l'ordinateur qui est derrière. Maria est très inquiète pour Elinor et Elinor, elle prend vraiment sur elle.
On sent quand même qu'il y a encore de l'attachement d'Elinor pour Edward parce que du coup elle n'a pas eu à beaucoup interroger Anna, la sœur de Lucie. Elle fait des conneries ma minette là. Elle est restée trop longtemps dehors, ce qui est un scandale, donc elle a besoin de dire qu'elle est revenue et qu'elle est restée longtemps dehors. Et je pense qu'elle a faim. Non, elle s'est évanouie. Elle fait ça souvent quand la vie est un peu trop dure, elle se laisse tomber par terre. Alors pour le moment, j'ai l'impression que ça stagne un petit peu pour Maria et le colonel Brandon, si c'est bien ce couple-là qui arrivera à la fin. Parce que du coup, on n'a pas vu le colonel Brandon. Et surtout, Maria, elle ne connaît pas grand-chose du colonel Brandon qui a confié beaucoup de choses à Elinor. Mais du coup, c'est assez rigolo parce qu'on est un peu dans un jeu de ship, entre guillemets. Donc je vous avais dit, le ship, c'est les couples potentiels ou les couples finaux, enfin les couples réels qui existent dans une histoire. Je ne sais pas si c'est un vocabulaire qui peut exister dans la littérature, mais en tout cas, c'est un vocabulaire de fanfiction. Donc la fanfiction étant des histoires écrites par des auteurs amateurs sur des univers qui sont publiés ou diffusés et qui appartiennent à des auteurs professionnels. Donc on a un petit peu un game de ship. On a un petit peu un jeu de qui c'est qui va se marier avec qui là, qui est assez rigolo parce qu'il y a l'entourage du coup d'Elinor et de Maria qui est en train de dire ah bah tiens le colonel Brandon avec Elinor il serait vachement bien, ou oh là là la pauvre Elinor avec Edward, oh vous en trouverez un autre. Mais du coup je sais pas qui c'est qui se plante en fait là-dedans, et le fait que les personnages eux-mêmes mettent leurs propres impressions sur et leurs propres pronostics on va dire sur quels hommes vont finir par se marier avec Maria et Elinor, ça me perturbe parce que du coup je suis perdue. Bon alors le frère John Dashwood toujours aussi con, Madame Jennings je l'adore, je veux une grand-mère comme ça. Bon elle est un peu chiante hein. Sir George qui arrêtait pas d'emmerder Anna, c'est un peu chiant aussi. Mais du coup ouais, je sais pas si ça représentait réellement, vraiment la réalité de ce que vivait Jane Austen dans son quotidien, à savoir les bals, l'été à droite à gauche et compagnie, et qu'en fait il y avait plein de couples qui se formaient et qui se mariaient, parce que après on peut se dire que tout bêtement ce sont des jeunes femmes qui ne sont pas mariées et qui se connaissent entre elles, même si elles ne sont pas forcément des amies. Et comme nous, quand on est au lycée, au collège, au lycée, à la fac, on est avec des gens qui ont notre âge, et puis c'est un petit peu dans le cours de la vie en fait de rencontrer quelqu'un, de se mettre en couple. Bien que ça ait quand même vachement changé par rapport à l'époque. Mais il y a un truc aussi sur lequel je m'interroge pas mal parce que donc j'ai vu et lu les chroniques de Bridgerton, donc écrit par Julia Quinn, mis en... Je sais plus si c'est la mise en scène ou la production Shonda Rhimes, enfin bref. Dans les chroniques de Bridgerton, je l'ai peut-être déjà dit, mais je me répète, c'est pas grave. Dans les chroniques de Bridgerton, il y a un truc qui est très flagrant, c'est que les jeunes filles ne doivent pas être seules avec des hommes, et ne doivent limite pas être seules, même à plusieurs jeunes filles, à se promener dans le parc par exemple. On voyait par exemple dans Orgueil et Préjugés, c'est beaucoup plus souple au niveau des Bennett, mais je pense que les Bennett, ils avaient un mode de vie bien différent des autres, de celui des autres familles nobles, de la petite noblesse. Et dans les chroniques de Bridgerton, après, j'ai l'impression que ce sont quand même on n'est pas dans la petite noblesse, on est dans la noblesse, dans le cran au-dessus, en termes de rang, de titres, de fortune. Donc peut-être que là, c'est un petit poil plus souple quand même, parce que là, ils ont abordé par exemple la question du divorce qui a juste été nommée comme ça, mais c'est assez étrange. Enfin bref. Donc, mes petits pronostics pour la suite. Alors moi, j'avais espéré, je me souviens que dans le tome 3, Maria se retape une santé, sauf que là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Et je pense qu'elle va essayer d'imiter sa sœur qui prenait beaucoup sur elle et ne disait rien et souffrait en silence.
Et enfin, Elinor, je pense elle est solide quand même si toutes les histoires avec Edward, ça lui fend le cœur, c'est quelqu'un de solide. Maria, ça l'est pas. Parce que comme je le disais, je pense que Maria vivrait de nos jours, on dirait on dirait d'elle qu'elle est hypersensible. Et donc Maria, elle ressent tout plus fort, que ce soit être amoureuse, être heureuse, être malheureuse. Donc là, je suis quand même vachement inquiète pour Maria. Et je pense qu'il faudrait que la situation des deux sœurs se résolve, enfin au moins une des deux, pour que Maria aille mieux. Mais bon, elle a l'air d'avoir quand même tiré un trait sur Willoughby, mais je suis pas sûre qu'elle... Ouais, enfin Maria, elle m'inquiète. Elinor, bah en fait j'ai très très envie de lire les 3 chapitres tout de suite après, mais j'ai plus de voix, et du coup je vais pas le faire de suite, donc je vais maintenir le suspense. Anna, elle m'a fait rire en fait dans la mesure où, enfin, dans ce qu'elle a raconté, de ce qu'elle a compris, enfin de ce qu'elle a espionné, de ce qui s'est passé entre Lucy et Edward. Ça fait beaucoup de ce que, hein. Enfin, Anna, elle m'a fait rire. Parce que du coup, est-ce que là-dedans, il n'y a pas aussi de la mauvaise interprétation des larmes d'Edward? Parce que même si Edward, il a promis, j'arrête de jouer mon câble, même si Edward a promis à Lucy pour peut-être une amourette de jeunesse qu'ils allaient se marier ensemble, est-ce que j'ai l'impression qu'il lui a tendu beaucoup de perches sur le fait que c'est toi Lucy qui décide, tu es libre, si tu veux pas te marier avec moi parce que maintenant que je suis fauchée, tu le dis, tu es libre, tu en choisiras un autre. Et du coup, ça me... Je suis assez... J'ai l'impression... En fait, j'espère toujours qu'Elinor va obtenir satisfaction, c'est-à-dire retrouver Edward, parce que ça matchait tous les deux. Mais j'ai l'impression du coup que Edward, il a lancé plein de perches à Lucy, que Lucy n'a pas compris. Parce que Edward, il n'a pas dit non plus, bah écoutez, je vous ai promis il y a quelques années qu'on se marierait ensemble, mais j'ai rencontré notre femme et je suis amoureux. Donc soit Lucy n'a pas compris, soit Lucy a fait semblant de ne pas comprendre. Parce que je pense que Lucy est très très au fait elle est très au fait que Edward est attaché à Elinor et réciproquement. Et je crois me souvenir en plus que lors de l'espèce de bal là où ils avaient été, Lucy avait emprunté, elle avait osé en plus emprunter la coiffure de plumes là d'Elinor, et que comme ça, Robert, le second frère d'Edward, mais qui du coup est devenu le premier entre guillemets parce que Edward a été viré, j'ai l'impression que Robert va épouser Lucy. Et j'ai l'impression qu'ils pourraient se retrouver tous les deux parce qu'ils ont un côté assez superficiel tous les deux, et que Robert il se satisferait d'une femme qui est belle. Et Lucy, je pense qu'elle a quand même un côté, je sais pas si elle est si méchante que ça, mais Lucy, je pense qu'elle a, oui, enfin, comme toute jeune femme de l'époque et qui n'a pas d'argent devant elle, il faut qu'elle se marie. Et il faut qu'elle se marie avec quelqu'un qui a un petit peu d'argent. Parce que elle n'a pas l'air d'être d'une famille titrée, mais elle fréquente quand même la petite gentry. Et si, je dis une complète connerie, mais si Lucy va épouser par exemple un tisserand qui travaille, et ben peut-être qu'elle va travailler aussi. Et enfin, du coup, je suis assez dubitative en fait sur Lucy. Elle m'est pas complètement... elle était carrément antipathique avant. Et là, vu la manière dont Anna en a parlé, ça la rend un peu sympathique. Et Anna, elle a un côté très gourde, enfin elle est drôle quoi, elle est pas méchante quoi, elle a aucun filtre, elle dit ce qui vient, mais elle est marrante. Donc la petite Anna, j'espère qu'elle va épouser son docteur. J'ai l'impression qu'il y a quand même toujours dans l'œuvre de Jane Austen les mêmes thématiques et ça parle un petit peu tout le temps de la même chose, mais je trouve que c'est différent. C'est différent parce que les caractères sont différents,
les histoires sont différentes, les circonstances, les situations sont différentes. C'est une impression que j'ai. Hein. Peut-être qu'en lisant tout Jane Austen, je vais peut-être trouver ça barbant. Pour le moment, non. Pour le moment, presque coup de cœur sur Orgueil et Préjugés. Et Raison et Sentiment, j'aime beaucoup aussi. Je ne me prononce pas sur un coup de cœur encore, il doit rester. Il reste. Il reste un tome et un petit bout là. Il reste une centaine de pages peut-être. Non, 200, je sais plus. Enfin bref. Pour le moment, je ne me prononce pas sur Raison et Sentiment, mais je trouve que c'est un bon livre. Vraiment. Donc voilà, je vais vous souhaiter une bonne soirée, matinée, journée, nuit, comme vous le voulez. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous le souhaitez, un petit pouce. Ou... Je vous conseille aussi l'abonnement avec la cloche blanche. C'est pas pour mon orgueil, pour avoir des abonnés, mais c'est pour que vous soyez tenus au courant des publications si elles ne sont pas régulières. À bientôt!